training. Hein, on va faire de la musculation sur Linux. Donc, c'est une salle guidée pour les débutants pour apprendre et renforcer les compétences en ligne de commande Linux. Vous devez être à l'aise là-dessus, puisque bah, on va faire que monter en puissance, même si en ce moment, bah, je suis malade. Là, je vous fais le cours, j'ai 39 de fièvre et bah, j'ai beaucoup de boulot hein, en plus de ma chaîne YouTube. Donc voilà, il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment. Euh, mais voilà, j'ai envie, je sais qu'il y a des personnes qui sont néophytes sur la chaîne. Donc, pour pas les perdre, on va revoir des trucs super utiles et ça vous servira tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, donc cette salle est destinée à approfondir la compréhension des compétences de base, hein, en fait, hein, en ligne de commande pour les débutants. Par conséquent, eh ben, je vous recommande chaudement d'aller voir les précédentes vidéos que je vous ai faites. Vous savez que vous avez une playlist Linux pour les nuls, ok? Car elle fournit bah, tous les enseignements fondamentaux qui sont essentiels pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui, ok? Donc, ça peut être également utile pour les utilisateurs intermédiaires car on va renforcer nos compétences analytiques lors de la résolution de ces tâches. Ok? Donc voilà, je vais laisser ça en anglais parce que c'est mal traduit. Je vous le traduirai en temps réel puisqu'on va travailler sur des commandes. Et vous savez que des fois la traduction fout un peu le bordel. Et de toute façon, dans l'informatique, hein, on travaille en anglais, on utilise des commandes en anglais. Donc je vois pas trop l'intérêt de les traduire en français. Donc, la première étape, ça va être trouver notre chemin, en fait, hein, avoir une vue d'ensemble hein, pour bah, trouver des fichiers, des dossiers spécifiques sur un système en fonction de conditions. Ok? Tout chercheur en cybersécurité doit maîtriser toutes ces commandes. Donc, le file name, qu'on traduirait par fichier, le size, qu'on traduirait par la taille, les users et les groupes, les utilisateurs et les groupes, comme vous l'avez compris, le date modified, donc la date qui a été modifiée, la date d'accès, hein, accessed, et son contenu de mots-clés, hein, keywords, content. Donc par conséquent, nous pouvons le faire en utilisant différentes syntaxes. Alors, je vais passer ligne par ligne. Je vais essayer de zoomer un peu, que vous voyez vraiment bien. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La syntaxe est un exemple réel de syntaxe qu'on va pouvoir utiliser. Donc, première étape, on va rechercher des fichiers hein, en fonction du nom du fichier. Comment je peux faire ça? Je vais faire un find, ok? Ensuite, je vais donner le chemin du répertoire. Je vais utiliser le type F, ok? Parce que je veux quoi? Un fichier, donc F comme file, et je vais passer en argument également nom, ok? Avec une valeur, ok? Là, ça s'appellera nom du fichier. Donc, si je veux trouver dans le home directory de Andy, ok, un fichier qui s'appelle sales.txt, je vais faire find, ok. À partir de la racine, je lui dis d'aller dans l'arborescence home. Il y a, dans le home, il y a tous les utilisateurs. Il y a également l'arborescence de Andy. Donc, tu vas me chercher là-dedans. N'oubliez pas que ça, c'est le root, c'est la racine. Ça, c'est une arborescence. Ça, c'est une sous-arborescence fichier, puisque sales.txt est bien un fichier, et je vais lui demander le nom. Ok? Donc il va me sortir le fichier sales.txt si il est présent dans ce répertoire. Ok? Enfin, dans cette arborescence, cette sous-arborescence. Donc pareil, on peut rechercher un répertoire en fonction du nom du répertoire. Ça, c'est la deuxième étape. Hein. Comment je fais ça? Ben, je vais lui faire un find. Je vais lui dire chemin d'accès, ok, au répertoire. Type, cette fois-ci, ce sera D. Hein, par opposé, soit on cherche un fichier, soit on cherche une directory, une arborescence, en bon français. Donc D, name, plus le nom de l'arborescence. Là, je cherche un dossier qui s'appelle pictures et qui serait présent, encore une fois, dans le home handy. Ok, à cet endroit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut rechercher les fichiers en fonction de leur taille. Ok, très très important. Typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, là, encore une fois, on va faire un find, toujours le directory path. Hein, c'est la même syntaxe à chaque fois. On cherche un fichier. Et là, cette fois-ci, je vais passer en argument non seulement type, mais plus name, mais size. Ok? Et je peux lui dire, bah écoute, tu vas me chercher hein, tout ce qui fait 10 bits. Ok? 10 kilobits, K.
hein, si j'avais mis un K, 10 mégabytes, 10 gigabytes. OK? Et vous avez toutes les options si vous faites un man find pour avoir le manuel du programme find qu'on est en train d'utiliser. D'accord? Donc pensez à ça, hein. C, c'est les octets. OK? K, kilo-octet, M, mégaoctet, G, gigaoctet. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Très, 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 très important. Parce qu'on s'en sert tout le temps en CTF et pas que. Rechercher des fichiers du nom d'utilisateur. OK? J'ai usurpé l'identité de Toto. Je vais chercher tous les fichiers qui appartiennent à Toto. Je veux chercher tous les fichiers qui appartiennent à Root. OK? À l'administrateur. Vous m'avez compris. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pareil. Find, directory path, c'est un fichier. Et là, cette fois-ci, on va mettre le groupe et le nom du groupe. OK? Pardon, je saute une ligne, excusez-moi. On va mettre user et on va mettre le nom de l'utilisateur. Là, on recherche tous les fichiers qui appartiennent à John. Pourquoi des fichiers? Parce que j'ai mes type F et je recherche dans etc serveur. OK? Arborescence etc, sous arborescence serveur, je parcours tous les fichiers, c'est ce que va faire find, et tous les fichiers qui appartiendront à John, eh ben, il va me les afficher. OK? Donc comment il sait ça? Techniquement, on va revenir un peu vite fait, hein. Vous savez que faire un ls, c'est mon L, ok? Et là, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai une arborescence document, hein, qui est présente dans Home Saltimbanque, hein. Donc techniquement, il y a quoi? Je pars de ma racine, je vais dans Home, il y a une sous-arborescence qui s'appelle Saltimbanque, et j'ai encore une sous-arborescence qui s'appelle document. Ok? Donc je peux lui dire par exemple d'aller chercher là-dedans, et vous voyez bien que le propriétaire, hein, c'est toujours cette colonne, c'est le owner, et bah, dès qu'il va trouver John, hein, dans notre exemple, eh ben, il va nous l'afficher. Voilà comment il sait, parce que bah, list and sort, tu vas me lister et tu vas me trier les fichiers. Ok? C'est un autre programme Linux, et lui, il peut vous dire directement, hein, rappelez-vous, le owner, le propriétaire, le groupe, ok? Et le reste des métadonnées, les droits, très important, comme vous le savez. Ok? Donc c'est comme ça, un find en fait va se servir d'autres programmes, et vous savez qu'on a des inodes, hein, on a des métadonnées si vous voulez, chaque fichier a ça. C'est pas propre à Linux, hein, ni à macOS, ni à Windows. Tous les systèmes d'exploitation, chaque fichier a des métadonnées. Ok? Et vous savez que des fois, les métadonnées, c'est plus important même que les données qui sont contenues dans le fichier. On peut en apprendre beaucoup plus grâce à métadonnées que parfois en lisant du contenu. Ok? C'est ce que font typiquement les services de renseignement. Ok? Ils sniffent toutes vos métadonnées, et les métadonnées dressent un portrait objectif de vous. Ok? Ce que vous pensez, ce que vous lisez, les articles que vous lisez, les sites que vous parcourez. Ok? Les images, les vidéos que vous téléchargez, tout ce que vous faites sur Internet en fait. Ok? Donc ça, il faut bien en être conscient. Les métadonnées, c'est extrêmement puissant. Ok? Maintenant, on va voir un peu comment rechercher des fichiers, cette fois-ci non pas avec un utilisateur, mais avec un groupe. Donc, vous l'avez bien compris, au lieu de mettre user, on va passer en paramètre cette fois-ci groupe, plus le nom du groupe. Là, je cherche le groupe Teamstar, toujours un fichier dans ETC Server. Ok? Donc là, maintenant, je pense que vous commencez à comprendre en fait, hein. On aura toujours la command file, le directory path, hein, donc c'est-à-dire le chemin absolu, hein, ou relatif, c'est vous qui voyez, mais ça marche mieux quand même avec un chemin absolu. Euh, alors, c'est quoi la différence? Vous allez me dire, c'est quoi? Ben, en fait, ça, c'est le chemin absolu. Home, saltimbanque, document, c'est le chemin absolu. Mais vous savez qu'en informatique, hein, on peut l'écrire autrement. Comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire comme ça. Ok. Là, c'est quoi? Ça, c'est le chemin relatif. Ok? Il n'est pas absolu parce que j'ai pas mis home, saltimbanque, document. Je lui dis, bah écoute, tu cherches document. Moi, je suis ici, hein, je suis dans home, saltimbanque. Il y a deux trucs avant. Ok, je te mets point, 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 point. Mais toi, tu sais que c'est. Excusez-moi, je vous ai dit, c'est la fièvre. Tout ça. Tu sais que c'est home, home, saltimbanque. Ok?
Ok, donc là, je vous montre un exemple très trivial. Dans les faits, si je fais un CD point, 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 ça marchera pas, hein. Mais c'est pour vous faire comprendre. Ok? Euh, un point, ça veut dire qu'on travaille dans le répertoire courant. Ok? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, ça, vous devriez le savoir. Ok? C'est pour ça qu'on a ces fameux deux points, points. Ok? Il dit, écoute, toi là, bah, si tu veux, tu peux faire un CD point, point. Ou tu peux faire un CD point. Ok? Faire un CD point, point. Ok, mais de toute façon, on est quoi? On est à la racine. Là, j'ai quoi? Bah, j'ai plus rien. Je peux pas sortir encore. Je suis à la base, à la racine, au niveau du FS, du file system Linux. Mais si je reviens dans mon cours, on a dit home, saltimbanque, ok? Là, je peux faire quand même faire ls ou ls-l. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire cd points. Cd points, c'est quoi? Bah, je reste au même endroit, ok? Vous savez que pour sortir, pour aller dans home, sortir d'un niveau, je fais point, point, ok? Mais le cd point marche quand même, ok? Sauf que bah, vous restez dans le répertoire, vu que c'est un point. C'est juste pour vous dire, bien comprendre ce principe de point, de deux points. Hein, vous allez voir, on va parler de copie. Copie, très souvent, l'erreur des débutants, c'est de dire, bah écoute, ouais, je veux aller récupérer le fichier rockview.txt.gz archivé, qui est présent dans user share word list rockview, et je veux me le mettre dans mon home, euh, ok? Puisque là, je suis dans home. Donc là, ça va me le copier. Ça, c'est bien, ok? Mais vous avez des abrégés, vous savez très bien. Votre home, en fait, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire ça. Là, ça va me mettre dans quoi? Ça va me mettre moi, la vaguelette, la taille, ça va me mettre dans saltimbanque. Ok? Utilisez les raccourcis. Et encore plus simple, je veux aller dans quoi? Dans home, mais j'ai même pas besoin de préciser home. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Point. Point. Il va comprendre que tu le mets dans home. Vous allez me dire non, ça marche pas. Si. Regardez. Je copie, elle a copié. Rockview.txt. Ça allait chercher dans user share word list rockview.txt. Mais quand vous tapez des commandes à longueur de journée, vous comprenez bien que ça, c'est beaucoup plus court. Je ne le reprends pas. Ça, c'est beaucoup plus court que ça. Après, les deux marchent, ok? Mais vous allez perdre du temps, ok? Donc, pensez ce principe de point. C'est pour ça que très souvent, quand on appelle un script, ok, on lui dit point, slash, et Toto.exe. Bon, y a pas d'exe sous Linux, vous l'avez vu. Point SH. Allez, un exemple. OK? Pourquoi je mets le point? Parce que je lui dis, écoute, là, tu travailles dans le répertoire courant. OK? Il y a un répertoire hein, que je vais pas te donner, mais je pourrais lui mettre quoi? Je pourrais très bien lui mettre home. Ça marche aussi. Vous comprendrez? Tout à fait. OK? Mais par abréviation, et c'est beaucoup plus simple, on met un point. Qu'est-ce que comprend bash? Bash, il comprend, bah OK. Là, je suis là. Là, il y a le slash. Il y a un répertoire home. Ça, je le compte pas, je m'en fous. Et dans le répertoire home, il doit y avoir un fichier qui s'appelle toto.sh et je vais le lancer. OK? Donc ça, servez-vous-en tout le temps. Ou vous pouvez vous servir pour renommer. Hein, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire, si on reprend la commande, hein, ok, décider de nommer. Je prends ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire, appeler archive, hein, point, GZ. Ok? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié, mais je l'ai renommé en même temps. Ok? Au lieu de faire juste un point, ça aurait copié exactement le nom à l'identique. Là, je lui dis, bah écoute, point, et dans le répertoire, tu sais quoi? En fait, tu la renommes. Elle va s'appeler archive GZ. Mais vous allez voir que au niveau des métadonnées, au niveau de la taille, il n'y a aucune différence. C'est exactement la même archive. Deux noms différents. Ok? Mais on va voir plus en détail, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer tout ça. On va voir tout ça, justement. Que vous soyez vraiment, vraiment, vraiment à l'aise. Ok, je vais effacer ça, ok, puisque ça fait un peu le bordel. On va retourner dans Saltimbanque et on reprend. C'était juste pour vous montrer. Donc,
On avait vu TeamStar. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer sur l'horodatage, ok? On va rechercher des fichiers modifiés après une date spécifique, ok? Ça, pareil, ça peut être extrêmement utile quand vous faites du blue teaming et bah, vous voulez voir les inodes qui ont changé, en fait, les métadonnées. Hein, et j'ai eu une cyberattaque. Eh ben, écoute, je veux connaître toutes les dates, les heures, hein, après le 36 janvier, février, mars, avril, mai, juin 2020, ok, à minuit, ok. Donc là, c'est une des conditions, ok, qu'on lui donne et bah, il va tout nous sortir. Donc find, directory pass, toujours un fichier et là, je lui mets quoi? Bah, new ERMT, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, pareil, rechercher des fichiers en fonction de la date de modification, ok. Donc là, comment ça se passe? On met une date de début et une date de fin. Ok? Donc, date de début, date de fin, et on va lui dire, écoute, find à la racine, type F, ok? Et on va lui dire, bah écoute, tu charges du 2013-09-12 au 2013-09-14, ok? Et qu'est-ce que ça va faire concrètement? Ok, donc toujours un début, date de fin, hein, pensez à ça, c'est important, sinon ça va pas marcher. Et on a quoi? Bah, on a toutes les dates au 12 9 2013 qui sont exclues. Toutes les dates postérieures au 2013 09 14 seront exclues, ce qui ne laisse donc que 2013 09 13. Ok, sachant que c'est le système américain. D'accord? Donc 09 c'est le mois, 13 c'est le jour. Ok? C'est inversé comparé à notre système à nous. D'accord? Donc pensez bien ça. Hein. Pensez bien ça. Si c'est un intervalle, ok, il y a exclu. Donc si je commence à partir du 12, eh ben, et je termine par à partir du 14, j'aurai ni le 12, ni le 14. J'aurai ce qu'il y a entre. Et entre, il y a quoi? Eh ben, il y a la date du 13, ce qui est logique. Ok? Alors, pareil, grep, pensez que grep, c'est un programme individuel. Très souvent, et c'est vrai, on pipe la commande. Vous savez que sous Linux, on va lui dire commande A, et plutôt que de me l'afficher sur l'écran, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, j'arrive plus à taper. On va utiliser un pipe, ok? Pipe, ça dit quoi? Bah, c'est comme un tuyau, ok? Et ça va lui dire, bah écoute, tout ce que la commande A ou le programme A fait, eh ben tu vas me le passer, hein, dans la commande B, ok? Donc techniquement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire, alors là, oui, si je peux faire ça, je peux faire un ls-l, ok? Qu'est-ce qui se passe? Là, automatiquement, ça va sur le standard output. Ok? Le standard output, qu'est-ce qui se passe? En gros, ça fonctionne comment? On va revoir les bases. Je tape ls avec mon clavier. Ok? Donc, j'ai le std in. Le std in, c'est quoi? C'est mon clavier, hein, c'est mon keyboard. Ok? Je tape, je lui dis ls-l, euh, et qu'est-ce qui se passe? Redirection vers standard output cette fois-ci. Donc comprenez bien, le standard input, typiquement, c'est votre clavier, votre keyboard. Le output, c'est quoi? C'est votre écran. Plus précisément, c'est le terminal, hein, en bash. OK? Et moi là, j'utilise quoi? J'utilise ZSH, OK? Qui est un bash amélioré. OK? On le voit au-dessus, console ZSH. OK? Donc ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux lui dire, bah écoute, ok, clavier, c'est bon. ls-l, ok. Sauf que là, tu me fais pas un standard output. Tu vas me faire un pipe, tu vas relancer un autre programme grep, ok. Et je veux grepper vidéo, ok. Et là, cette fois-ci, après le pipe, tu me fais affichage sur le standard output. Donc dans mon terminal. Commencer à piger. Qu'est-ce que ça va faire? ls-l, on l'a vu. ls-l, pipe, ok. Deuxième commande, grep, ok. Et je veux quoi? Vidéo. Alors, je vais écrire bien, sinon ça va pas marcher. Ok.
il est allé chercher ce que je lui ai dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé ls-l, grep a parcouru ensuite toutes les métadonnées. Je lui ai dit quoi? Recherche-moi le mot-clé vidéo, il me l'affiche. Ok? Il m'affiche quoi? Que cette ligne. Ok? Vous avez compris? Donc, vous voyez que très souvent, moi, je l'utilise en pipant. Ok? Je vais le passer en deuxième fois. Enfin, en deuxième. Je l'utilise un programme et ensuite j'utilise grep. Mais vous pouvez l'utiliser tout seul. C'est tout à fait possible. Ok? Sauf que bah, la syntaxe est un petit peu différente. Là, vous voyez que si je fais ça, il va planter. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit grep, ok? On va lui mettre IRL, hein, donc IRL, ok? Je vais lui dire quoi là-dedans, hein, dans le répertoire courant. Tu me cherches quoi? Vidéo, ok? Là, il y en a peut-être un peu beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une redirection, hein, vers DevNull. OK? Pour pas être pollué, je redirige quoi? Toutes les erreurs. OK? Vers DevNull. OK? Pour comprendre ça, IRL, hein, donc je vais lui dire quoi? Une arborescence et un mot-clé. Là, ça va chercher flag dans l'arborescence qui s'appelle folder A. Alors, pourquoi IRL? Il faut que je vous explique un peu. Pour ça, il faut comprendre le bash, en fait. Alors, vous avez cet excellent site, hein, qui est en anglais, mais comprendre le principe des redirections. Ok, typiquement, c'est exactement ce qu'on utilise. Ok. Donc, on lui dit quoi? Petit i, ne sois pas sensible à la casse, hein, ignore la casse, donc la différence entre les majuscules et les minuscules. Hein. Ensuite, on lui dit quoi? On lui dit L. Ah non, c'est un petit L, pardon. Hein. Donc là, c'est pareil. File with match, ok? Tu retires l'affichage normal et à la place, tu m'imprimes le nom de chaque fichier en entrée, ok? Qui sera imprimé, ok? Au niveau du standard output. Et chaque fichier, stop, dès qu'on trouve la correspondance, ok? Typiquement, c'est ce qu'on veut faire quand on recherche quelque chose de précis. On n'a pas envie qu'il continue de chercher si il a trouvé le fichier qui nous intéresse. Et ensuite, on a le grand R. Voilà, je vais essayer de gripper. Voilà. Bon. Voilà. Donc, tous les fichiers présents dans l'arborescence de façon récursive. OK? Donc ça va nous permettre bah, de parcourir, hein. Si on cherche dans une arborescence, s'il y a des sous-arborescences, on a envie également bah, que le programme nous le trouve. OK? Donc là, qu'est-ce que je peux lui dire? Avec un exemple sur ma machine, j'ai quoi? On va aller dans l'image. Il n'y a rien dans l'image. Pas cool. Euh, Allez, dans Worldlist. Ok, donc là je suis dans Home Salterman Worldlist. Ok, même je vais à la racine. Maintenant je suis à la racine. Ok, et là je lui dis quoi? Je lui dis grep, hein, I, R, L, et je vais lui dire quoi? Eh ben, je vais lui dire, tu vas chercher, par exemple, on a dit quoi? Worldlist, bloc.txt. Ok? Et vous savez que sous Linux en bash, il préfère, même si j'utilise souvent, hein, pour une chaîne de caractères, on met des doubles quotes. Prenez l'habitude d'utiliser des codes simples, ok? Ça vous évitera parfois des conflits, ok? Et que la commande ne marque pas, ok? Donc prenez l'habitude d'utiliser des codes simples.
Donc là, ça va être long, hein, puisqu'il scanne tout mon disque dur. Typiquement, sur Windows, c'est ce que vous faites quand vous allez dans un répertoire avec l'interface graphique et vous tapez dans le champ recherche en haut à droite et vous tapez, je sais pas, blockview.txt. Qu'est-ce que va faire la recherche Windows? Eh ben, via l'indexation, hein, on met en cache, en gros, des sortes d'index pour accélérer la recherche des fichiers et il va venir parcourir ces index. On va lui dire, tu devrais regarder dans WordList, il y a forcément le RockU, ok? Et du coup, ça évite de chercher partout, ok? Là, j'ai pas aidé le grep. Pourquoi? Parce que je me suis mis volontairement à la racine, ok? Donc, il va devoir parcourir les 34 gigas du Linux. Donc, ça va être vachement long. Et vous voyez qu'il l'a pas encore trouvé. Mais je peux vous assurer que ça marche, ok? C'est juste que ça peut prendre plusieurs minutes. Ou quelques secondes, hein, si vous avez un SSD. Moi, là, mon Kali, il est pas sur un SSD. C'est mon Windows qui est sur le SSD qui le fait tourner. Ok? Donc, voilà, mais c'est tout à fait possible. Ok? Donc, la syntaxe sera celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir en attendant qu'il trouve ou qu'il trouve pas? Peut-être il y aura un problème. On peut faire un manfind. Manfind, comme vous l'avez vu. Bon, allez, j'arrête, hein, parce qu'il va mettre une plombe. Voilà. Je vais demander le manuel du programme Find et j'ai toutes les explications. Ok, je parcours avec espace. Ok, je peux remonter avec les flèches si je veux. Ok, et je peux aller me déplacer en fait, hein. Flèche de gauche, flèche de droite, remonter. Ok, il vous dit combien il y a de lignes dans le manuel. Là, il y en a 1396. On l'a parcouru à 98, 99, 100%. On est arrivé à la fin. Je peux faire H pour avoir de l'aide. Ok, au niveau de l'ES, si vous voulez rechercher par exemple des termes spécifiques, Q pour quitter l'aide, Q pour quitter le manuel, ok? Et pour toutes les commandes, tous les programmes, puisque chaque programme qu'on tape dans le terminal est en fait, toutes les commandes qu'on tape dans le terminal est en fait un programme, comme vous l'avez compris, vous pouvez faire man, hein, ce que vous voulez, man, nmap, ok? Et là il est en français, même, ok? Et nmap, outil d'exploration réseau et scanner de port, sécurité. Ok? Donc voilà, ça c'est vraiment prendre cette habitude, hein, et il existe naturellement de nombreuses autres commandes, hein. Si vous avez du mal à comprendre la syntaxe ou la faire fonctionner, en fait, je vous donnerai un site qui s'appelle Explain Shell pour vérifier la syntaxe et voir comment cet outil peut vous aider dans votre voyage pour quitter Windows et passer sur Linux, ok? Puisque Linux est bien plus fonctionnel, ok? Donc je vous le mettrai en ressources et pour commencer, c'est juste excellent. Ok. Donc remarque supplémentaire, hein, vous savez que on peut supprimer naturellement l'écran avec CLS, ok. Clear, pardon. CLS c'est sous Windows. Ou je peux faire quoi? Je peux faire CTRL L, ok. Enfin là non, parce qu'il me demande un truc. CTRL R, ça me permet de cleaner l'écran, ok. Donc, CTRL L, pareil, apprenez les raccourcis, c'est beaucoup plus rapide que taper clear, ok? Appuyer sur la flèche vers le haut vous permet de revenir à quoi? Eh ben, à la commande précédemment tapée. Vous me voyez tout le temps faire ça, hein? Flèche du haut, flèche du bas, pour revenir à la dernière commande, qui était celle-là, ok? Je vais revenir en fonction de mon historique à, je sais pas, à la 50e commande que j'ai tapée. Vous voyez que tout est enregistré. Servez-vous de flèche du haut, flèche du bas, ça va vous servir tout le temps, ok? Ça nous évite de retaper, on gagne du temps fou, ok? Et enfin, pensez qu'une commande find, ça va faire de la pollution. Ça va vous dire, bah écoute, là, j'ai pas le droit de lire, là, cette arborescence, j'ai pas le droit de la lire, ah, ce fichier-là, t'as pas les droits, je peux pas le lire, et ça va polluer votre vue, votre standard output. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lui dit, écoute, tiens, redirection des erreurs de
Alors, on va faire simple. 0, c'est quoi? C'est le standard input. 1, c'est le standard output. Et le 2, c'est le standard erreur. OK? Le 0, c'est votre clavier, typiquement. Le 1, c'est quoi? C'est l'output, c'est votre écran, donc c'est le terminal, hein, en bash. Et le 2, bah, c'est les erreurs. OK? Et quand il y a une erreur, bah, typiquement, l'erreur 2 est redirigée vers le 1 pour que vous puissiez lire les erreurs à votre écran. Hein, que le programme vous dise, ah, là, il y a un problème. OK? Mais des fois, on n'a pas envie qu'il fasse. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bah, écoute, 2, donc toutes les erreurs, redirection, tu me les rediriges vers quoi? Vers dev. Vous savez que c'est dans le répertoire où il y a tous les équipements, les devices, et on a un équipement virtuel en fait, hein, qui est présent sur la machine qui s'appelle nul, hein, qui veut dire bien ce qui porte son nom. Nul, qui est nul, ok, qui est égal à zéro, ça veut dire que en gros c'est comme un trou noir. Tout ce qu'on envoie à nul disparaît dans la matrice, ok? Et donc là, c'est pas affiché à notre écran, ok? Ça nous permet de jeter toutes les erreurs dans le dev nul et de pas les afficher sur notre écran, ok? Donc ça paraît bien comprendre ce principe de redirection entre 0, 1 et 2. OK? Puisqu'un terminal utilise 0, 1 et 2 constamment, constamment, constamment. 0, vous tapez, 1, il vous l'affiche, 2, il vous affiche des erreurs dans 1. OK? Donc ça, pareil, je vous referai des cours que vous compreniez bien, mais c'est le principe de redirection. Donc quand on fait un find, typiquement, je veux chercher à la racine, je veux chercher quoi? Type un fichier, OK? Name, je vais lui dire Toto, et là, type F, ouais, pardon, petit f. Alors attention à la casse, ouais. Là, vous allez voir que il va mettre plein d'erreurs. Pas qu'il nous jette les erreurs, hein, je vous montre pas parce que pareil, ça va prendre 2 minutes. On lui dit quoi? On lui dit redirection des erreurs. Donc là, je vais lui mettre quoi? À la fin, je lui mets 2 dev nul. Comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Bah, soit il trouve un fichier qui s'appelle Toto, il me l'affiche, soit il m'affiche rien et je reviens là-dessus. Et s'il m'a rien affiché, eh ben, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de fichier dans l'ensemble du disque dur, du FS, du file system, du système de fichiers. OK? Et vous vous rappelez que le système de fichiers, c'est ça. C'est l'architecture typique qu'on retrouve. Hein, c'est comme quand vous allez sur Windows, vous allez sur ces deux points. Ça, c'est la racine. Et dans ces deux points, il y a quoi? Il y a Program Files, il y a Windows, hein? Vous voyez où je veux en venir. OK? Mais ça, c'est la racine. Nous, sous Linux, on n'a pas besoin de mettre le C deux points. Bien sûr que c'est un C deux points. Enfin, il n'y a pas de lettres, si vous voulez. OK? C'est différemment. OK? Le disque dur, vous le savez, ben, je peux vous le montrer. On va aller dans Dev. OK? Et dans Dev, j'ai quoi? Eh ben, ça, c'est le disque dur. C'est le SDA. OK? Et le SDA, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'il a SDA1, SDA2, SDA5. J'ai trois partitions sur mon volume SDA. OK? Le volume, c'est le disque dur et j'ai différentes partitions logiques. OK? Puisqu'on peut prendre un volume et le diviser en différentes partitions. Ça, c'est ma partition qui fait fonctionner Linux. Ça, c'est ma partition de swap. Ça, c'est ma partition où il y a mes logs système. OK? Et qu'est-ce que je vous ai dit qui est différent de Windows? Puisque Windows, vous allez aller dans les paramètres, vous avez le gestionnaire de périphériques. Moi, sous Linux, nous, sous Linux, tout est fichier. Ce sont des fichiers. Ce sont des fichiers, mais vous voyez qu'ils ont une couleur spéciale. Ils sont jaunes. Donc, en fait, ces fichiers sont quoi? Sont bah, des périphériques. OK?
Mais qu'est-ce que je vous ai dit dans mes premiers cours Linux? Je vous ai dit, sous Linux, tout est fichier. Tout est fichier. Ce sont tous des fichiers. Mais des fichiers qui servent à faire différentes choses. OK? Alors que quand on connaît pas un fichier, bah, je sais pas, c'est un fichier texte. OK? J'ai du texte dedans. Ou c'est un MP3. OK? En fonction de son extension. Et ce qui est déroutant sous Linux, que les extensions, on s'en fout, en fait. Peu importe. Hein, vous pouvez faire, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller dans Home, je vais vous montrer la preuve en est. Je vais aller dans mon Home. Donc on a dit quoi? Raccourci, vaguelet. Ok? Là, je suis dans quoi? Je suis dans mon Home saltimbanque. Ah non, là je suis root parce que je suis root. Si j'étais saltimbanque, je passe saltimbanque. Mais laissez-moi vous montrer, c'est pour avoir les droits en écriture. Donc là, je suis dans mon Home saltimbanque. Si j'avais fait un sudo, mais j'utilise plus sudo pour des raisons de sécurité. Et laissez-moi vous faire un fichier qui s'appelle quoi? Qui s'appelle salarié. Ok? On va reprendre l'exemple. Vous l'avez vu. Ah oui, il y est plus donc. Flèche de droite, non. Hein, utiliser les flèches aussi, pareil. Et là, je mets quoi? Blablabla. CTRL O, je sauvegarde. Entrée. CTRL X, je sors. Ok? Là, c'est quoi? Bah, c'est un fichier. Mais il n'y a pas il y a pas d'extension. C'est pas un salarié.txt. C'est un fichier qui s'appelle salarié. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux tout à fait l'appeler salarié.txt, comme sous Windows. Ok? Et là, qu'est-ce que ça change? Bah, rien. Ok? Puisque sous Linux, tout est fichier et les extensions, on n'en a rien à faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, ça veut dire que je peux même faire quoi maintenant? Salarié.txt, je veux lui dire quoi? Salarié.txt, point .zz, point .pp, point .toto, point .zip. Alors c'est quoi? C'est un fichier texte? C'est un fichier ZZ? L'extension qui n'existe pas? C'est une extension PP qui n'existe pas? C'est une extension Toto? Ou c'est une extension zip? Eh ben en fait, sous Linux, ça peut être à la fois un fichier texte et en même temps, ça peut être un fichier zip. Et vous verrez comment on peut camoufler des virus grâce à la double extension. Mais ça sera pour plus tard. Mais techniquement, c'est quoi? C'est pas un fichier zip, non. C'est bien un fichier texte. Pourquoi? Parce que ça n'a rien changé. Ok? Et si je fais un file sur quoi? Sur salarié, qu'est-ce qu'il me dit? ASCII texte. Il me dit bien. Il me dit pas, ouais, ouais, c'est du zip, hein. Et Windows est complètement abruti. Lui, Windows, vous lui mettez ça, déjà, il comprend pas. Il dit, ouh, il y a 1, 2, 3, 4, 5 extensions, je comprends pas. Ok? Et quand bien même ça passe, là, qu'est-ce qu'il va voir, lui? Il va dire zip. Donc, automatiquement, pour Windows, il va essayer de l'ouvrir avec WinZip, ok? Ou WinRAR, ok? Et ça va pas marcher, en fait. Hein. Donc vous voyez, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire de la stéganographies, ok? Je vais cacher des choses dans quoi? Dans un autre fichier. Pas dans un autre fichier. Dans un fichier qui prétend être ce qui n'est pas, ok? Je vais faire croire que c'est une image, mais en fait, c'est un virus. Ok? Je vais lui faire croire que c'est une photo ou une vidéo, alors que, en fait, c'est quoi? C'est une archive. Ok? Une archive chiffrée. Ok? Avec des données sensibles. Donc, tout ça, ça permet de jouer et c'est un petit peu déroutant quand on débute sur Linux, c'est de comprendre que tout est fichier dans le FS, le file system, et le file system, il commence à la racine, ok? Et après, on a plein de sous-répertoires, ok? Et typiquement, bah, c'est ce que vous avez vu quand on va là, on a quoi dans n'importe quel Linux? On a quoi? On a bin, root, dev, etc, home, init, lib32, lib64, lost and found, media, mnt, opt, proc. Là, on a tous les processus, etc., etc. Mais c'est pour ça que je vous redirige vers ma playlist Linux, parce que tout ça, je vous l'ai déjà expliqué. Ok? Donc ça, faut vraiment que ça soit clair. D'accord? Donc on va répondre à quelques petites questions pour mettre en pratique ce que je viens de vous dire maintenant, dans cette première partie. Alors, quelle est l'option
pour trouver des fichiers sur les groupes. Qu'est-ce qu'on a vu? Eh ben, on a vu qu'on mettait tiret groupe, hein, si vous vous rappelez. C'est juste là. Ok. Ce qui me fait, pardon. Ce qui fait, il l'a prise, il l'a pas prise. Alors, on est parti en commun. Donc, on a un petit problème de réseau. Je vais relancer. Donc, c'était bien la bonne réponse. Ok. Ensuite, le format. Quel est le format pour trouver un fichier avec l'utilisateur nommé euh, Francis avec un size de 52 kilobytes dans la directory Home Francis. Alors, ce qu'on a vu, pareil. Qu'est-ce qu'on dit? Fine. Je veux quoi? À la racine, chercher dans quoi? Dans Home Francis. Ok. Et qu'est-ce qu'on veut chercher? On veut chercher un fichier type avec le nom d'utilisateur name Francis. Ok, je vais le mettre comme ça. Et on a vu, on a la taille. Ok. Donc, je remonte pour montrer, et c'était K. Ok, c'est ici. On lui met size. Donc, size. Ok. Et en K, on veut quoi? 52 K. Excusez-moi, c'est moi qui fatigue. Donc, SSH, Thomson, qu'est-ce qu'ils nous disent si je vous le traduis? Petit instant. Hmm. Donc, SSH comme Thomson en utilisant son mot de passe Thomson. Allez dans le répertoire Home Thomson Check Logs et tapez ce qui suit. grep IRL, mot-clé. Quel est le nom du fichier que vous avez trouvé grâce à cette commande? Alors, bon, on va se connecter, on va voir. On va aller voir notre copain Thomson, on va réviser les bases. Alors, je vais me connecter en SSH. L'utilisateur s'appelle Thomson. OK? Arrobase, adresse IP de la machine. Qui m'a pas copié? Merci mon gars, tu me déchires tout. Ça, vous vous rappelez, c'est la méthode classique, hein, pour se connecter en SSH. Putain, mais vas-y, un copier-coller, c'est pas trop vous demander, là. Et, yes, Thomson. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? PWD. On est dans Home Thomson. Donc il y a un chat logs. On va aller dans chat logs. OK. Et ils nous ont dit faites la commande grep. On va la voir justement. Parfait. Alors, on a dit petit i, grand R, petit l. OK. Si je tape, donc, keyword. OK. L'exemple qui nous donne. Là, ça qui sort. OK. Et là, on voit que le mot-clé, bah, c'est bien 2010-11. OK. Keyword. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, il nous sort un des fichiers. OK? Et là, visiblement, c'est à la date du 11. Et pour voir un fichier, on peut faire moins. Moins, c'est le programme less. Less, c'est un peu comme cat. OK? Mais ça vous affiche que quelques lignes. OK? On a more, on a less et on a cat. Pour lire des fichiers sans les ouvrir dans Nano, dans VI, dans Vim, dans Gedit, tous ces programmes. Donc, je vais faire less plus ce nom, ok?
Je lui mets un less avant, ok? Et là, on voit qui me l'affiche, ok? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire un cat, ok? Vous voyez que c'est à peu près le même résultat. Ou je peux faire un mort, et quelle est la différence? Eh ben, en fait, c'est au niveau de l'affichage. Il y en a, là, si vous l'affiche d'un coup, mort, hein, ça sera par granularité, par ligne, et 4 d'un coup aussi, ok? Allez voir la différence entre mort, less et 4, ok? Donc techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux utiliser mort, mais nous, on va utiliser donc less, ok? Là, je fais quoi? Je tape ça et je tape keyword, entrée, et là, vous voyez, qu'est-ce que ça vient de faire? Ça vient de chercher toutes les occurrences, ok, qui sont présentes là-dedans. Ça me permet, il me dit, bah écoute là, keyword, il y en a qu'un, ok. Donc pour les documents beaucoup plus gros, ça peut être vachement utile, hein, de trouver justement bah, une occurrence dans plein de fichiers, ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Techniquement, revenons à la base. On a lancé cette commande grep. Grep, il a parcouru quoi? Il a parcouru à la recherche du mot-clé keyword, qui veut dire mot-clé en anglais. Il a parcouru tous ces fichiers et dans un des fichiers, celui-ci, il a trouvé keyword. La preuve en est, nano, je peux le faire avec nano, ok? CTRL W, je recherche et je vais taper keyword. OK? Ça fait exactement la même chose. Keyword, il est là, il me le trouve. OK? Si j'en fais un deuxième, il n'y en a qu'un. OK? Mais je peux le faire, comme vous l'avez compris maintenant, avec less. OK? Faire ça, faire keyword, entrée. C'est exactement la même chose. OK? Plusieurs façons de faire. OK? Donc, si on n'avait pas eu ces programmes, vous imaginez bien le temps qu'on aurait perdu. Ok? J'aurais dû faire 4 sur le premier, regarder ce qu'il y a dedans, parcourir à la main, ensuite faire le deuxième, le troisième, le 44e, vous avez bien compris. Grâce à cette commande, grep parcourt tout pour nous. Ok? Grâce à des expressions régulières, il va chercher des mots-clés, et le mot-clé, c'est keyword. Ok? Donc c'est un programme extrêmement puissant. Ok? Et là, vous voyez qu'on l'utilise, on l'a pas pipé derrière une autre commande. Ok? On l'utilise directement, comme n'importe quel autre programme. Donc ça, pareil, j'espère que c'est compris. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, hey Coco, quelle est la séquence de mots suivante là, quand tu as fait ta recherche? Eh ben, on va reprendre, que ça soit bien clair. Ok? Recherche, keyword, ok? Et il y a quoi? Keyword et T, T, I, DOR. Ok? Donc la séquence de mots, c'est quoi? C'est T, T, I. Ok? Et vous comprenez encore mieux, qu'est-ce que je peux faire? Ça. Et au lieu de taper keyword, qu'est-ce que je peux taper? T, T, I, DOR. D'accord. Il est juste après quoi? Keyword. Ok? Et là, il vous dit, bah écoute, contrairement à keyword, Titor, t'en as dans le texte. Ok? Donc ça, j'espère que maintenant vous avez bien pigé, ok, comment on peut se balader, comment on peut rechercher les métadonnées sur les fichiers, se balader dans les arborescences, comprendre le principe de standard input, output, error, ok, utiliser less, more, grep, cat, nano, hein, mais ça c'est tout ce qu'on a vu déjà dans les cours, ok. Donc bah, rien de bien compliqué, on revoit tout simplement les bases, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Lis le fichier qui s'appelle readme si tu es bloqué. Lis-moi si tu es bloqué. Readme if stack. Ok? Donc comment je peux faire ça?
Ok? On a vu que notre titor, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour chercher le flag? Eh ben, on va faire un cat sur le fichier. Ok? Il doit y avoir un fichier là-dedans. Alors, peut-être pas là-dedans. Là-dedans. Voilà. On a un readme if stack. Là, vous allez me dire, ouais, mais je comprends pas là. Tu nous dis que sous Linux, on n'a pas besoin de mettre les extensions. Vous savez pourquoi on les met les extensions, typiquement? C'est pas pour l'ordinateur, pour qu'ils comprennent. C'est pour que nous, humains, on comprenne que c'est un fichier texte. Par convention, quand ça sera un fichier zip, je vais l'appeler zip. Quand ça sera un fichier bash, un programme bash, je vais l'appeler sh. Ok? Si c'est du Python 3, je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler pi. Ok? Mais c'est une convention. L'ordinateur, lui, ça n'empêchera pas de l'exécuter, de comprendre. Mais nous, humains, on se base sur des extensions. Ça nous permet tout de suite de savoir, sans utiliser d'autres outils, qu'est-ce qu'il y a comme métadonnées, qu'est-ce qu'il y a comme données qui sont présentes dans le fichier. Donc, par convention, pour que les êtres humains comprennent, ok, parce que des fois un être humain c'est beaucoup plus bête qu'un ordinateur, eh ben on met une extension, ok. Là, volontairement, on a mis l'extension texte. Mais comme je vous ai dit, rien ne m'empêche de faire un sudo si j'ai le droit, je sais pas, de lui faire un readme tag et de lui dire, bah écoute, MV ça permet de déplacer, mais ça permet de renommer. Je vais lui dire, bah écoute, ton TXT ça devient un stack. Alors, Thomson, et j'ai pas les droits. Bon, pas de chance. Mais vous avez bien compris que j'aurais pu retirer l'extension, ça m'empêche pas de quoi? De faire un cat pour le lire. Ok? Comme j'aurais pu faire un less pour le lire. Ok? Mais vous voyez que less, on part dans le programme less 4, il reste dans le terminal, il vous affiche. Donc moi, honnêtement, je préfère utiliser 4, ok, que less. Mais less peut être très utile pour pouvoir justement rechercher n'importe quoi. Ok? Sinon, vous passez par nano et vous faites CTRL plus W. Ok? Donc à vous de voir après, hein. Mais allez voir, soyez à l'aise avec les deux. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Tu cherches le flag 1, hein, je pense que tu dois penser, réfléchir un peu plus pour trouver le drapeau. Peut-être que tu devrais regarder dans un fichier qui s'appelle additional hint, hein, que si tu ne peux pas le trouver en fait. Donc il nous demande quoi? De trouver un fichier qui s'appelle astuce supplémentaire. Qu'est-ce que je fais? Je clear ls là, il n'y a pas additional hint. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je reprends ce qu'on a vu, 4. Ok? Je vais lui dire quoi? Find, à partir de la racine, je veux quoi? Type, un fichier, file, et le nom, comment il s'appelle? Ben, il nous le donne. Le nom s'appelle additional. Là, ah, vous voyez le principe? Permission deny, et enfin, il nous le trouve. Mais par réflexe, F, redirection des erreurs. Ok? Je veux avoir que le résultat qui m'intéresse. Et là, ah, que le résultat qui nous intéresse. Ok? Donc, je peux faire quoi? Je peux aller dans Home, j'y suis déjà, dans Thomson, dans Channel, ok? Et penser tabulation hein, pour, comment dire, pour faire de l'autocomplétion. Pas sur les fichiers, hein, que sur les arbres RSS. Ok? Là, additional, je faisais tab, il me le trouve pas. Quoi? Parce que bah, il est présent là-dedans. Ok? Il est présent là-dedans, mais où? C'est une bonne question. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On est à nouveau bloqué. Ok? On va voir les fichiers cachés. ls là. Là, je vois plus mon additional. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, additional int. Allez, on va essayer de l'ouvrir. Ok, essaie de trouver une arborescence qui s'appelle numéro de téléphone. Oh, attends, elle contient un espace. Je me pose la question, comment tu vas être capable de pouvoir trouver ça? En effet, les espaces, ça devient super chiant. Ok? Parce que, bah, je peux pas mettre un espace dans ma commande. Comment on va faire? Je vous ai dit quoi? Utiliser des simples quotes. Ok? Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire find.
je peux lui dire quoi? Là-dedans, hein, dans ce répertoire, le fameux point dont je vous disais au début, je veux quoi? Je veux un name et je veux lui dire quoi? Téléphone, number. Vous inquiétez pas, je fais une erreur juste pour que vous compreniez. Type, je veux quoi? Directory. Ok? Donc là, ça va parcourir quoi? Bah, le répertoire avec toutes ces directories et je veux bah, une sous-arborescence qui s'appelle téléphone number. Mais si je fais ça, ok? Il me dit, écoute, là, le chemin doit précéder l'expression number. Bah ouais, parce qu'il y a un espace. Donc dès qu'il y a un espace, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez téléphone number avec l'espace, sans problème, entre single quote, hein, guillemets simples. Et là, il nous le trouve pas. Bizarre. Hmm. Alors, ça doit être dans un autre répertoire. Alors, on va voir les fichiers cachés. Donc, on va sortir de là. Vous savez quoi? Ok, là j'ai tout. On relance notre commande, hein, parce que là, ça cherchait que dans Channel. On va chercher partout. Dans Billing, Channel, Chat Logs, Client Logs, Corporate Files, Meetings, Workflow. Typiquement, vous voyez, même si j'ai pas les couleurs, hein, comme sur mon terminal à moi, parce que je suis en SSH, je sais qu'il n'y a pas d'extension. Je vous ai dit les extensions, c'est pour les êtres humains. Qu'est-ce que je peux en déduire? Que ça, c'est un répertoire, 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 ça, c'est un fichier en TXT, ça, c'est à nouveau un répertoire. Ok? Avec l'expérience, vous allez voir que c'est exactement ça. Comment je peux le savoir? LSL. Qu'est-ce qu'il y a? Directory, 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 readme files, fichier, tiré, et l'autre, directory. Ce sont tous des dossiers, sauf le .txt. Donc vous voyez bien que prenez l'habitude de bien renommer vos dossiers, pas de mettre des extensions à des dossiers. Ça, avec un simple coup d'œil, vous comprenez tout de suite l'architecture du fichier de système, du système de fichiers. Je vais y arriver. Ok, ça vous évitera de faire votre ls-l pour savoir qui est quoi. Ok? Donc, revenons à nos moutons. Ah, là, il nous le trouve. Ok? Donc, moi, avant, j'étais dans Channel, dans le répertoire Channel, il cherchait que dans Channel. Il ne trouvait pas. Là, on est remonté un niveau au-dessus. J'ai fait quoi? Je vais faire un CD, point, point. Ok? Je suis sorti. Je suis revenu dans quoi? Je suis redevenu dans le Home de Thompson. Ou de James. Home Thompson. Ok? James, c'est le nom de la machine, pardon. Alors, là, il nous le trouve. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? 4. Et corporate files, XCH, téléphone number. Et ça, c'est une arborescence. 4, je peux pas lire une arborescence. Donc, je suis obligé de faire un CD pour me déplacer. Je me suis déplacé. Maintenant, je peux à nouveau lister. Ah, j'ai un nouveau fichier qui s'appelle 4 readme. On va voir. Il y a quoi dedans? Ok. On a des numéros de téléphone américains et il nous dit utilise la commande find pour trouver un fichier qui est avec la date de modification 2016-09-2012 qui est présent dans l'arborescence workflow. Alors, pareil, on va remettre hein, tout ce qu'on a mis en tout ce qu'on a vu en pratique, par contre, ok? Et qu'est-ce que je peux faire? Je vais lui dire quoi? Find dans Workflows, ok? Je veux quoi? Un type F, parce que je veux un fichier. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, moi je veux à la date du 12. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'intro? On a dit date de début, date de fin. Donc moi, si je veux la date du 12, qu'est-ce qu'il faut que je mette en début? La 11 et enfin la 13. Et on a vu qu'automatiquement, la date des débuts et de fin sont exclus. Qu'est-ce qu'on a entre 11 et 13? On a la date du 12, comme vous l'avez compris. Ok? Donc ça, pareil, il faut que vous soyez à l'aise, que vous compreniez bien. Là, si je cherche là-dedans, pareil, ça va pas marcher. Que vous compreniez bien, on va le faire quand même. Find, je veux quoi? On a dit workflows, ok? Vous pouvez faire ça, hein, ça marche aussi. Sauf que ça,
ça lui dit à la racine. Ok? Donc là, on ne sait pas où il est, on lui dit pas à la racine. Ok? Il peut être n'importe où. Donc c'est workflow. Par contre, on met un slash à la fin. Slash à la fin, quelle est la différence en fait? Ça, workflows, c'est un fichier. Ça, sous Linux, c'est un dossier. Ok? Ça aussi, pareil, il faut que ça soit clair, quoi, à retenir par cœur. Type F, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a vu quoi? New, et on a vu quoi pour les dates? On met quoi? New ERMT. ERMT. Ok? La date du quoi? Du 11 et la nouvelle date. Donc ça, je lui dis quoi? Différent, ok? Point d'exclamation. Et ça me permet de faire la comparaison, en fait. Ok? La comparaison grâce à mon intervalle. L'intervalle, c'est quoi? Bah, c'est la date entre le 11 et le 13. Donc, il va me sortir le 12. Je répète, je répète, je répète, hein, mais que ça soit bien clair. No such file or directory. Il me dit là, ça marche pas. C'est normal. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On ressort 1. Là, je suis dans quoi? Dans XSH. Je ressors de 1. Je vais me retrouver dans corporate file. Ok. Je le fais volontairement, hein. Mais, ok. Donc, moi, je ressors encore. Ah, là, je suis à nouveau dans quoi? Dans Home Thompson. Ok? Plutôt que faire le cd point point une fois ici, enfin, une fois ici, une fois ici, une fois ici, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire, je vais vous montrer, je retourne où j'étais, ok? J'aurais pu faire quoi? Cd point point, point point, point point. Je suis où? À nouveau au même endroit. Qu'est-ce que je vous disais en intro? Utiliser des raccourcis. Plutôt que taper 3 fois cd, point, point, cd, point, point, cd, point, point, faites-le en une ligne. Ok? Le résultat est le même. Pourquoi vous vous emmerdez à taper 3 fois cd? Vous pouvez le faire en une fois. Ok? Donc voilà, on relance la commande. Il veut bien. Workflow pluriel. Workflows. Ça doit être ça. Et c'est bien ça. Hein. Donc là, c'est cool. Il nous trouve quoi? Il nous trouve bien ce qui a été demandé. Ok? Donc je vais aller dans Workflows, je vais aller dans XAFT, dans donc il y a des noms à coucher dehors, mais pourquoi? C'est justement pour vous montrer que même avec des dossiers à la con, ok, vous pourrez extraire la data, les métadonnées en sachant utiliser ces commandes, ok? Parce que très souvent, quand on attaque un serveur, des fois, les noms de répertoire ne veulent rien dire. Ok? C'est des techniques d'offuscation. Il n'y a que l'ingénieur système qui sait ce qu'il y a dedans. Ok? Et si une personne tierce commence à se balader sur la machine, un employé un peu trop curieux ou un hacker, eh ben, il va falloir qu'il comprenne à quoi sert tel ou tel répertoire. Qu'est-ce qu'il y a dans tel ou tel répertoire? Et pourquoi les noms de fichiers ont des noms bizarres. Vous l'avez bien compris. Ok? C'est une technique d'offuscation, tout simplement. Les données sont pas chiffrées, mais on leur donne des noms qui veulent strictement rien dire pour que, eh ben, compliquer la tâche. Encore une fois, des hackers ou d'un salarié qui voudrait faire de l'espionnage. Ok? Et là, je peux lui dire quoi? 4 dans le BQ. C'est pas le bon, pardon. Petit E, grand V. Ah! On repart dans du texte en latin qui veut strictement rien dire. Techniquement, c'est du charabia, hein, c'est la private joke des développeurs. Hein, quand vous développez et que vous avez envie de remplir, ok, votre site de faux texte hein, pour voir la présentation, c'est ce qu'on appelle ipsolorem. Hein, c'est du charabia en latin. Ne cherchez pas à traduire, ça ne veut strictement rien dire. C'est des mots en latin aléatoires, en fait. Ça permet de combler le vide et de pas devoir taper des conneries. Donc on utilise ces fonctions-là. Ok, vous le verrez partout. L'ipsolorem. Mais là, nous, là-dedans, il y a un mot-clé qui nous intéresse. Donc, maintenant qu'on sait qu'on a trouvé le répertoire, qu'on a trouvé le bon fichier dans lequel il est présent,
Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demandait quoi? Vous vous rappelez? J'espère que j'ai l'historique, sinon je me suis grillé moi-même. Qu'est-ce qu'il nous demandait? Directory? On l'a trouvé. Et là, on l'a trouvé. Comment elle s'appelle? Ok? On l'a trouvé. Le fichier s'appelle, pourquoi pas, blablabla, blablabla. Il s'appelle comme ça. Donc pareil. J'espère que c'est clair. Et il y a un flag là-dedans. Alors, comment je peux faire? Eh ben, on a dit 4, mais non, on va faire un less sur quoi? Sur EBQRF. Et là, qu'est-ce que je fais? Type, et je vais taper THM. Vous savez que tous les flags, les drapeaux, ils s'appellent THM. Là, il trouve un. Ah, je peux chercher flag? Non, il trouve pas non plus. Ok? Donc là, on commence à être bloqué. Il va falloir quoi? Il va falloir, on sait que c'est là-dedans, mais la fonction de recherche simple ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un man et je vais faire un man rep et je vais vous montrer comment utiliser des expressions régulières. Et je vous ai fait des cours déjà sur les expressions régulières, mais on va utiliser le i, ok? Donc, t'ignores la casse et on va utiliser le o. Il est où mon petit o? Qui correspond uniquement à ce que je te tape. Ok? Qu'est-ce que je lui dis? Je sors de là, grep, ou i, pareil. Je reprends, que ça soit bien clair. Qu'est-ce qu'on passe? On passe des switches, des flags, des drapeaux. Ok? Euh, Argument, ça attend quelque chose. Un drapeau, un switch, ça attend rien. Ok? Mais vous savez que les drapeaux, les switches, on peut faire ça. I, O. Ou O, I, c'est pareil. Mais qu'est-ce que je peux faire aussi? Je concatène. Yo, ça marche. Je peux faire quoi? Oui. Ok? Donc ça, pareil, au début, sous Linux, on ne comprend pas bien que ça soit bien clair. Vous pouvez tout intervertir. Ok? Donc, imaginons que je dois passer l'argument OIP, je peux lui mettre quoi? Je peux lui mettre PIO, ça sera exactement pareil. Je peux lui mettre quoi? OPI. Ok? Vous avez compris où je veux en venir. Ou je peux carrément lui mettre voilà, et I. D'accord? C'est pareil, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Comment je sais ça? ls moins L, ça fait ça. ls moins A, ça fait quoi? Ça affiche les dossiers cachés. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui faire un là, ça me fait les deux en même temps. Ça me donne les métadonnées et ça m'affiche également les fichiers cachés. Et qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux faire ls moins L et ls moins exactement la même chose. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ça marche avec n'importe quel programme. Ok? Donc ça, comprenez bien. Donc revenons à nos moutons. Grep, IO, oui, c'est vous qui voyez. Ensuite, on met quoi? Une expression régulière. Yes. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais rentrer? Regarde. On veut une expression régulière. Une expression régulière, typiquement, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Donc, je vais la mettre entre simple quote, ok? Sinon, encore une fois, ça va poser des problèmes au niveau de mon formatage. Ok? Donc, on va utiliser une expression régulière, hein, qu'on appelle un token, en fait, pour que ça corresponde à un caractère qui ne soit pas un blanc. Ok? Vous savez qu'on a des caractères en imprimerie, j'entends même en informatique, et c'est un blanc. Ça, c'est un blanc. Ça, c'est un blanc. Ça, c'est mon blanc. Ok? Ça, c'est en white space. Qu'est-ce que fait le white space?
c'est un espace. Ok? Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas qu'il y ait d'espace. Donc qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, écoute, tu utilises la redex que je te donne. Le token, c'est LS. Ça veut dire c'est pas un blanc, c'est pas vide, ok? Pour que le formatage soit bon et que le programme, entre guillemets, bash, hein, interprète bien nos commandes. Qu'est-ce que je lui dis? Wildcard, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Qu'est-ce que fait Astérix? Astérix, ça veut dire tout. Mais tout, quoi? Tout ce qui commence par quelque chose, qui a au milieu flag, le drapeau, qui se termine par n'importe quelle extension, ou tout ce qu'il y a après, ok? Donc, typiquement, je vous montrerai, mais s'il y a flag, flago, ça le prendra. S'il y a flaggy, ça le prendra aussi. S'il y a flag A, ça le prendra aussi. Vous l'avez compris. Et s'il y a flag A, ça le prendra aussi. Moi, ce que je veux, c'est flag. Après, ce qu'il y a avant, après, je m'en fous. Je veux que tu me récupères flag. Ok? Donc ça permet quoi? Bah ça permet naturellement de récupérer flag 01, flag 02, flag 002, ok? Ou flag 99 et .txt, ok? Ou .zip. Vous l'avez compris. Ok? Donc c'est ça, c'est après. Donc je lui dis quoi? Je lui dis wildcard, je m'en fous de l'extension, de ce qu'il y a après, qu'il y a un point ou pas, hein, qu'il y a une extension ou pas d'ailleurs. Et là, tout ce qu'il y a avant, pareil, je m'en fous. Tu peux mettre 06666, moi, ce qui me compte, c'est mon flag. Ok? Donc ça, c'est pareil, il faut que ça soit super clair, quoi. Sinon, vous allez galérer toute votre vie. Donc, qui commence par quelque chose, et il faut que je termine mon formatage, je lui mets quoi? Je lui mets à nouveau mon S. Ok? Et c'est un S majuscule, pardon. Ok? Donc ça, c'est un non white space. Ok? Et qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai fini? Eh ben, je lui mets à nouveau un wildcard. Ok? Pourquoi? Parce que là, c'est quoi? C'est l'extension en fait. Je vous ai dit, après, il peut y avoir un point ou pas. Là, bah, s'il n'y a pas de point, tu prends tout ce qu'il y a, un truc non blanc et autre chose après. Là, c'est le cas où il y aurait une extension et qu'il y a un point. OK? Un point zip, un point doc, un point exe, un point sh, un point pi. Vous avez compris. Un point txt. Et là, je referme. OK? Donc là, j'ai bien refermé. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux chercher dans workflows. OK? C'est le répertoire qui m'intéresse. On a vu quoi avant? On a vu qu'on a un fichier qui s'appelle xft. OK? On est là-dedans. Comment je sais ça? Ben, il me le dit. Eh Coco, toi là, t'es dans workflows et dans un autre sous-arborescence qui s'appelle XFT. Et qu'est-ce qu'on a vu? On cherche depuis tout à l'heure là. On cherche dans quoi là? On cherche dans ce putain de fichier texte qui veut strictement rien dire. Et grâce aux expressions régulières, on veut extraire quoi? On veut extraire flag de quoi? De ce fichier. Ok? Alors, ah oui, putain, excusez-moi. Dans cette file. What? Ok, je vais revenir dans le home. Ok, on va pas s'emmerder. Et je reviens dans comme ça. Ok, et là, je relance ma commande. Donc, O, je veux tout ce qui appartient au contenu. Et I, qui est case insensible à la casse. Ok? Et là, j'ai bien le flag. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quoi? Je me suis trompé, mais vous voyez que ça marche aussi, hein, puisqu'en théorie, la vraie syntaxe que je voulais utiliser, c'est ça. Mais ça marche pareil. Ok? Ça marche pareil parce que wildcard, ça lui dit quoi? Bah exactement ce que je vous disais. Ça lui dit, bah écoute, tu recherches flag et je m'en fous de la casse. C'est pour ça qu'on lui a mis quoi? Qu'on lui a mis le petit i. On lui a dit insensible à la casse. Et en effet, moi je lui ai demandé quoi? Je lui ai demandé flag en minuscule. Le problème c'est que lag, lag, c'est en minuscule, mais le f, il est en majuscule. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si je le retire, du coup, bah, il ne me le trouve pas. C'est normal. Ok?
Moi, je lui demande de chercher flag en minuscule et j'ai F majuscule et lag en minuscule. Ok? Donc ça, c'est important. Et pourquoi le O? Parce que je vous l'ai dit, on veut afficher uniquement ce qui nous intéresse. Le reste, on n'en a rien à faire. Et ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit white space, donc pas un blanc, quelque chose, tout ce qui commence par n'importe quoi, flag, peu importe la casse, donc peu importe les majuscules, les minuscules sur la lettre F, L, A, G. Qu'est-ce que F, L, A, G? Ça veut dire flag, drapeau, mais surtout, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Ok? Donc une chaîne de caractères en informatique, elle est tout le temps entre deux single quotes, ok, sous Linux, ou vous pouvez mettre un double. Mais je vous ai dit quoi en début? Je vous ai dit que ça pouvait faire des problèmes de d'incompatibilité avec Bash, avec Linux, ok? Donc prenez l'habitude d'utiliser des simples quotes plutôt que des doubles quotes. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit après, bah, autre chose, hein, et je veux que ça se termine par quelque chose, ok? Wildcard. Techniquement, qu'est-ce qu'on a fait? Je retourne là-dessus. Vol. Donc, bah, il y a quoi? Il y a bien quelque chose de pas blanc, hein. C'est pas, ça commence pas par un espace, ok? Ce qu'on recherche. Après le non-white space, on a quoi? On a n'importe quoi, wildcard. Et là, il m'a mis quoi? Il m'a mis en fait, voilà, ok? Après, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, bah, flag. Flag, il nous le trouve. Insensible à la casse, hein. C'est ce qui est ici. Et après, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, bah, pareil, il n'y a pas d'espace. Et après, il y a autre chose. C'est le fameux wildcard. Et le autre chose, techniquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché pas d'espace. Et après, il nous a tapé quoi? Bah, il nous a tapé, vous avez compris. Blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Update, ok. Vous avez bien compris, ok? Voilà ce qu'il nous a trouvé. Grâce aux expressions régulières. En fait, techniquement, c'est ça. Et en effet, deux wildcards, un au début, à la fin. Le premier wildcard, le tout, c'est vol. Le flag, on l'a. Et ce qu'il y a après, l'autre wildcard, eh ben c'est ça. C'est cette chaîne de caractères. Et vous voyez bien que quoi? Que ça commence pas par un espace, ça commence par V minuscule. Il n'y a pas d'espace non plus entre le L et le grand F. Il n'y a pas d'espace de blanc, hein, de white space entre le G et l'accolade, le début de l'accolade. Et c'est bien une chaîne de caractères qui est après. Ça, c'est notre regex. Ok? Donc, vous voyez la puissance des expressions régulières, puisque, bah, basiquement, on a été incapable de le faire à la main. Ok? Même en utilisant les fonctions de recherche. Ok? Donc, les expressions régulières, c'est la sauce secrète pour extraire des données dans les données, dans d'autres données. Ok? Vraiment, retenez ça. Et peu importe l'arborescence, qui est 50 000 sous-arborescences, grâce à mes commandes, à mon grep, ok? Et mes expressions régulières, j'aurai pas besoin d'aller faire à la main et voir ce qu'il y a dedans. Je lui demande de parcourir les 50 milliards d'arborescences et de sous-arborescences et les 100 milliards de fichiers qui sont présents là-dedans. Et je lui dis, je veux que tu m'extrais ça. Ok? C'est vraiment puissant. C'est comme un algorithme en fait, hein. Ça vient chercher ni plus ni moins et les expressions régulières vous permettent de faire ça. Donc vous voyez au début de mes vidéos sur Linux de ma chaîne, je vous disais la ligne de commande vous devez maîtriser parce que vous ne pourrez jamais faire ça avec une souris. Ok? Une interface graphique c'est super, mais vous imaginez bien, si j'ouvre un répertoire, il y a 50 000 dossiers, 50 milliards de fichiers. Je vais faire quoi? Je vais cliquer sur un, ouvrir. Limite, je vais pouvoir faire un contrôle F. Je vais rechercher. Et vous avez vu qu'avec les expressions régulières, on peut rechercher directement dans le fichier. Des fois, vous ne trouverez pas, hein. Vous pouvez demander à Windows de vous trouver tel nom de fichier. Ok? Il va vous dire dans quel endroit il est. Mais après, c'est à vous d'ouvrir le fichier, d'aller regarder ce qu'il y a dedans, et s'il y a ce que vous recherchez. Là, vous voyez qu'avec grep, avec find, on fait tout le boulot. Et après, on va pouvoir chaîner les commandes. Ok? Je peux lui dire, bah écoute, tu fais une recherche find, hein, sur, je peux dire quoi?
Je peux lui dire que je peux piper tout ça, en fait. Tu vois? Je peux tout à fait piper ça, ok? Je peux lui dire quoi? Je vais repasser en plein écran. Ok? Je peux lui dire quoi? Mais je peux développer, hein. Je pourrais mettre type F, vous l'avez compris. Ok? Après, je prends, après, je pipe. Voilà. Là, il me dit dans le route, t'as pas les droits, Coco. Mais, vous voyez que ça fonctionne. Et c'est toute la puissance de la ligne de commande. C'est qu'on va utiliser une commande, ok? On va rediriger tout vers la deuxième commande. On va lui demander de faire une deuxième opération de tri, de recherche. Et après, carrément, je peux faire encore une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une douzième, une vingtième, une centième. Ok? Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est la puissance de votre ordinateur. Ok? Et là, je peux lui dire, eh ben, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas écho tout ça et tu vas enregistrer le résultat dans recherche.txt. Ok? Tout ça, ça sera possible. Ok? Enfin, ce sera pas tout à fait cette syntaxe, mais vous avez compris. Ok? On va pouvoir piper les commandes et c'est extrêmement puissant. Ok? C'est tout l'intérêt de Bash et de la ligne de commande en général. C'est pas propre à Bash. Ok? Vous pouvez le faire en PowerShell, vous pouvez le faire en ligne de commande. Je supprime ça, c'est ça. Donc maintenant, on va travailler avec les fichiers. Pareil, super, super, super important. Comment on copie hein, des fichiers ou des arborescences, des dossiers, comment on déplace des fichiers ou des dossiers, comment on les renomme et comment on crée des fichiers ou des arborescences. Ok? Donc on a parfois des commandes qui font qu'une seule chose et des fois, comme MV, on a des commandes qui font deux choses à la fois. Ok? MV, par exemple, va pouvoir déplacer des fichiers ou des arborescences à un endroit vers un autre, mais il va pouvoir également renommer. Ok? On utilise la même commande. Tout va dépendre de la syntaxe. Ok? Donc là, typiquement, on veut quoi? On veut copier un fichier ou un dossier. Ok? Donc on lui dit CP, le nom du fichier ou le dossier. Ok? Et on va lui dire dans le répertoire, le nouveau répertoire que je veux. Hein, rappelez-vous, si le nom du fichier, du dossier a des espaces, vous devez encapsuler ça hein, avec un single quote. Ok? On va mettre les guillemets. Ok? Donc, typiquement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux même faire quoi? Mettre un dossier et après un fichier. Il va comprendre aussi. Ok? Par contre, si je mets un fichier, ensuite un dossier, là, la syntaxe est pas bonne. Ok? Donc, typiquement, qu'est-ce que je veux faire là? Je veux copier un fichier qui est présent où? Dans le répertoire courant où je travaille. Ok? Dans mon terminal qui s'appelle ssh.conf. Si jamais il n'est pas dans le répertoire courant, imaginons qu'il est dans route. Je vais mettre cp route slash ssh.conf. Ça, c'est l'origine. Et je veux maintenant la source, si vous voulez. Je veux la destination. La nouvelle destination, elle est séparée par quoi? Par un white space, un espace. Et je lui dis, maintenant, tu me la copies dans Home. Et dans Home, tu me crées un nouveau répertoire qui s'appelle New Folder. Ok? Nouveau dossier. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est clair. Passons maintenant au déplacement de fichiers ou de dossiers. Qu'est-ce que je vais lui dire? Eh ben, MV, nom du fichier, répertoire. Qu'est-ce que je fais? Là, dans le répertoire courant, je déplace sshconf vers quoi? Vers home, new, folder. Ok? Vous me voyez constamment le faire. Ok? Mais la puissance de MV, c'est que on va pas taper, si on a 10 fichiers à déplacer, on peut taper 10 fois la commande MV. Mais non, on va déplacer 10 fichiers en une fois. Comment je fais ça? Simultanément, je fais MV, les fichiers. Là, j'ai quoi? J'ai un, 2, 3 fichiers, le tiret T, et je lui dis l'endroit à déplacer. Ok? Donc ça, c'est important. Et n'oubliez pas le petit t. Ok? Puisqu'on travaille sur plusieurs fichiers en même temps. Si vous le mettez pas, ça va pas marcher. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je copie logs.txt,
qui conf et script pi vers quoi? Vers home dans un sous-dossier qui s'appelle save the work. Ok? Maintenant, déplacer tous les fichiers qui sont présents dans mon répertoire vers un autre répertoire. Eh ben là, c'est pareil. Imaginons que j'ai logs, txt, qconfig et script. Je vais faire étoile. S'il y en a 3, il va m'en prendre 3. S'il y en a 50 milliards, il va m'en prendre 50 milliards. Et il va tous les déplacer vers quoi? Vers home script. D'accord? Pareil, on s'en sert tout le temps. Renommer les fichiers. Comment je peux renommer les fichiers et les dossiers? Eh ben pareil. C'est un peu déroutant au début, mais après vous allez voir que c'est extrêmement simple. On va utiliser move. Mais move, c'est aussi rename. Ok? Donc, c'est un peu déroutant. Mais si je lui dis mv, le nom du fichier, vers un nouveau nom, vous voyez bien que quoi? Quelle est la différence là? Je lui donne pas une source et une origine, une destination. Donc, qu'est-ce que comprend le programme? Qui doit pas déplacer, mais qui doit renommer. Il doit renommer le fichier de configuration .conf qui s'appelle ssh.conf, et il le renomme en new ssh.conf. Ok? Je vous montre rapidement. Euh, Allez, sur mon ordi, parce que sinon ça va être un bordel sans fin. Je passe route. Ok? Là, je vais faire mkdir. Je vais créer. Alors, on a deux possibilités. Mkdir test, je fais quoi? Je crée un dossier qui s'appelle quoi? Test. La preuve en est, je peux faire cd test et je suis dans mon dossier test, comme vous l'avez compris. Mais je peux faire aussi touch. Touche-toi. Non, touche, quoi? Test. Ah, ça marche aussi. Quelle est la différence? Touch permet de créer quoi? Un fichier. Voilà, il me le crée. Bon, je sais pas, un bug. Ok? Donc là, je viens de créer un fichier test.txt. Ok? Et je peux lui dire, hein, ceci est un test, justement, redirection vers test.txt. Ok? 4 tests, 4 tests.txt, je vais y arriver. Ceci est un test. D'accord? Donc touch, je crée un fichier mkdir make directory, créer un dossier, ça permet de créer des dossiers, comme vous l'avez compris. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec mv? Parce que c'est ça que je veux vous montrer. Si je fais mv, là je suis dans quoi? Je suis dans home saltimbanque, on est d'accord. ls, j'ai test.txt. Si je fais mv test.txt et je lui dis test, qu'est-ce que ça fait là? Ça déplace ou ça renomme? Bah là, en fait, ça va le déplacer. Pourquoi? Parce que je lui dis, tu prends le fichier test.txt et il y a quoi là? Il y a un slash. Ça veut dire que tu prends ce fichier-là et tu me le mets là-dedans. La preuve en est, hop, il a disparu. C'est normal. Il est là. D'accord? Inverse, je peux lui dire test.txt et je vous ai dit, oui, soit en absolu. Alors en absolu, ça veut dire quoi? Chemin absolu? Saltimbanque. Je veux que tu me le mettes là-dedans. Hop. Ah, il est revenu en arrière. Et il est à nouveau là. Je vous remonte. Ça, je veux que tu me le mettes dans test. Et je peux travailler en relatif. Alors, c'est quoi le relatif? Je veux dépasser le test. Tout à l'heure, j'ai mis quoi? Home, saltimbanque. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire ça. Ça marche ça? Ah ouais, ça marche aussi. La vague, taille, c'est home, saltimbanque. Ok? Si vous vous appelez route, ça sera route. Si vous vous appelez Toto le hacker, ça sera home, Toto le hacker. Hein? Utilisez le raccourci, la vaguelette. Qu'est-ce que je peux faire encore? Que vous compreniez bien. Je redépasse mon fichier texte.txt vers test. Ok?
Pas copier. Ah bah je l'ai renommé en faisant ça. Là, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai oublié l'anti-slash, la seconde même. Donc du coup, là, c'est plus un déplacement, c'est les renommer. C'était quoi ce fils de pute? Reprenons. Touch, test, .txt, je le déplace vers passer DMV, ça marche pas. MV vers test, test, ok, test, j'y retourne. Nouveau chemin absolu. Au lieu de la vaguelette, qu'est-ce que je peux lui dire? Au lieu d'utiliser home saltimbanque ou la vaguelette, je peux lui dire MV, test, vers quoi? Ah. Et ça fait quoi? Moi, je suis là-dedans. Je lui dis quoi? Point, point. Tu sors. Si je sors, je viens dans saltimbanque. Et là, bah, ça a marché aussi. Ok? Trois façons de faire la même chose. Maintenant, si je veux renommer le test.txt, qu'est-ce que je peux faire? Si je mets pas ça, si ça je le retire, qu'est-ce que ça fait? Eh ben là, le programme, il comprend quoi? Il comprend que test.txt devient test, tout court. La preuve en est, si je mets zip maintenant, ls, test est devenu test.zip. Test.txt est devenu test.zip. Je fais mv test.zip en quoi? Toto.txt. Je renomme, je le déplace plus. On est d'accord? J'espère que c'est bien clair. Ok? C'est comme ça qu'on manipule les fichiers. Donc ça, c'est déplacer ou renommer via MV. Touch, qu'est-ce que je vous ai dit? Touch, plus quoi? New fichier, new file, point, zip. Il est là. Ok? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah voilà. Et mkdir, je crée un répertoire. Là, je vais écrire un répertoire qui s'appelle test 1. Ok? ls, j'ai quoi? J'ai un nouveau répertoire. J'ai test, un dossier test. J'ai un nouveau dossier qui s'appelle test 1. Hein, dossier, répertoire, arborescence, c'est exactement la même chose. Trois mots différents en informatique. Hein, que ça soit bien clair. Ça aussi. Et maintenant, si je veux supprimer tous les fichiers qui sont présents dedans, hein, les dossiers et les fichiers, je vais faire un récursif et forcé. Et là, même s'il y a des fichiers dedans, ça va tout effacer. OK? Et je vous ai dit, on peut utiliser plusieurs commandes. Alors, qu'est-ce que vous voyez au niveau de la syntaxe, en fait? C'est que quand je fais ça, espace, hein, il comprend automatiquement que c'est bien un répertoire. Donc, il me l'affiche plus. Mais vous, faut pas que ça vous induise en erreur, ok? Si vous le laissez pas faire et que vous mettez vous-même le test, il va pas comprendre que vous voulez effacer quoi? Un dossier qui s'appelle test, lui, il va chercher quoi? Il va chercher un fichier qui s'appelle test. Et si le fichier test est pas présent, il va vous envoyer une erreur, ok? Donc prenez l'habitude, on parle d'un dossier, on lui met un slash. Deuxième dossier, qui s'appelle test 1, par habitude, par convention. Je lui mets ça. Vous n'aurez pas d'erreur en faisant ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai supprimé. Au revoir. Ils sont partis. Test. Les tests 1 ont dégagé. Et s'il y avait des dossiers dedans, j'ai tout effacé. C'est pour ça que je vous ai dit une attaque toute simple, c'est faire quoi? RM, la racine, le root, le système de fichiers, faire un RF étoile. Qu'est-ce que je demande là au système d'exploitation? D'aller dans le root, donc à la racine, et d'effacer tous les fichiers sans aucun message d'avertissement. Ça va aller là, et ça va tout effacer. En gros, vous détruisez le Linux. Ok? Avec une commande, votre système, il est foutu. Vous pouvez le redémarrer, en fait. Ok? Il y a quelques trucs qui sont chargés en mémoire, mais tous vos programmes vont être effacés. Ok? Donc c'est une commande extrêmement dangereuse. Attention comment vous utilisez RF qui permet d'effacer. Hein, parce que il faut bien comprendre la syntaxe et surtout pas ne faites jamais un RF
Slash. Ça veut dire effacer toute l'architecture, tout le système de fichiers. Ne faites jamais ça. Hein. Attention, ok? Attention à RM, hein, c'est extrêmement puissant. D'accord? Donc, on va dire nano, on ouvre un fichier, nano keyconf, j'ouvre un fichier qui s'appelle keyconf, 4, j'affiche, ok? C'est l'output, ok? Upload, bah là on va utiliser SCP. Alors SCP, c'est via SSH, je vais pouvoir copier un fichier hein, de la machine à partir de ma machine. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux le nom d'utilisateur. Hein. Là, moi, par exemple, j'utiliserai Saltimbanque, l'adresse IP hein, de la machine distante, donc mon adresse IP et le répertoire où je veux uploader le fichier. Ça me permet d'exfiltrer quoi? D'exfiltrer un fichier à partir d'un serveur que j'ai piraté. Par exemple, John, arrobase 192.123, et tu me le mets dans Home John. Hein, et on copie quoi? On copie exemple.txt. Ok? Pareil, je vais vous montrer que ça soit clair. Là, je suis sur quoi? Je suis sur ma machine. Ok? Je vais aller dans Home Saltimbanque. On a quoi? On a Toto. Je veux quoi? De mon Kali Linux, uploader, téléverser le fichier qui s'appelle toto.txt. Ok? Comment je fais en utilisant le SSH? Eh ben, on va faire SCP. Je veux quoi? Le fichier toto.txt. On a vu quoi? Le gars, il se connecte comment? Topson? Ok? On s'est connecté comme ça en SSH. On a vu que la machine, c'est quoi? C'est la 1010 214. Ok? Deux points. On a quoi? Son home et on a Topson. Ok? Donc ça, pareil. Si je fais ça, Topson, uploader. Je viens d'uploader quoi? Toto.txt, il est toujours sur ma machine. Ok? Ça l'a pas effacé. Ça l'a copié vers le serveur. Et comment je sais ça? Bah, si je vais en SSH, qu'est-ce qui se passe maintenant? LS? Oh, il y a Toto.txt. Incroyable. Maintenant, je retourne sur ma machine. On fait dans l'autre sens. J'efface toto.txt. Il y est plus. Je triche pas, hein. Il y est plus. Ok? Et je vais supprimer new file zip ici. Et là, on sera propre. On est bien. Maintenant, du serveur que j'ai piraté, je veux exfiltrer un fichier. Qu'est-ce que je lui dis? Eh ben, je lui dis d'abord sur ma machine, je voudrais bien que tu ouvres le pare-feu, ok? Parce que en entrée, il est bloqué et on utilise le SSH, ok? SCP permet de copier à partir du protocole SSH. SSH fonctionne sur le port 22. Donc je lui dis, bah écoute, en entrée et en sortie, tu me l'autorises, ok? C'est l'inverse. Pardon. Le log 22. Ok? Là, il me dit OK, en IPv4 et en IPv6, je t'ai ouvert quoi? En entrée et en sortie, le port 22. Ensuite, comme je suis un bon administrateur, je j'ai pas le service SSH qui tourne, je vais lancer quoi? Je vais lancer le serveur SSH sur ma machine. Et comment fonctionne une connexion typiquement? On a un client qui se connecte au serveur. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de lancer quoi? Le serveur SSH sur mon Kali Linux. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à SCP d'utiliser quoi? Le SSH, donc quoi? Le port 22. Et là, SCP, c'est quoi? Ça sera en mode client. Le client va se connecter à quoi? À mon serveur en SSH sur mon Kali Linux. OK? Pareil, ça soit clair. Donc, dans l'autre sens, exfiltrer les données. SCP, je suis quoi? Bah, je suis dans le répertoire, je veux quoi? Je veux auto.txt. Qu'est-ce que je mets? Moi, je suis qui? Saltimbanque, ok? Mon adresse IP, je la connais, c'est la 1011.
2690, j'ai quoi? J'ai un home et je veux que ça soit dans Saltimbanque. Yes, je connais mon mot de passe. Ce qui s'est passé, on a fait exactement l'inverse. Ok? Il est là. Donc, vous voyez que dans un sens, c'est beaucoup plus simple que dans l'autre. Pourquoi? Parce que nous, on attaque des serveurs. Par défaut, le service SSH est ouvert. Ça veut dire que le serveur SSH tourne déjà sur le serveur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on utilise notre client pour nous connecter au serveur. Par contre, si je dois envoyer un fichier vers ma machine, eh ben, il faut pas que j'oublie de quoi? D'ouvrir le port, ok? Et de lancer le serveur. Sinon, bah, le client ne peut pas se connecter. Ok? Pensez à ça. Et une fois que j'ai fini, qu'est-ce que je fais pour sécuriser mon Linux? Qu'est-ce que je fais? Si vous avez, ah, et puis voilà. Si vous avez, si vous avez pas UFW1, vous faites ça. Ça, c'est le premier truc à faire quand on installe son Kali Linux. Vous faites un sudo apt, je vais y arriver, install UFW et vous faites sudo apt install gufw, qui est l'interface graphique. Ok? Ça va venir l'installer. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un sudo ufw enable, ok, pour l'activer, ok? Et là, il vous dit quoi? Ah, le pare-feu est actif et il se lance au démarrage du système. Heureusement. Mais là, moi, j'ai quoi? Moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai ouvert une règle. Maintenant que vous êtes à l'aise avec le, le réseau, j'ai ouvert une règle qui dit, bah, écoute, en IPv4, IPv6, le port 22 en entrée et en sortie, il est ouvert. Là, j'en ai plus besoin. Mais ça veut dire que si on vient pinguer ma machine et qu'on teste le port 22, le hacker va voir que mon Kali Linux a le port 22 ouvert. Il va pouvoir essayer d'attaquer ma machine. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais un sudo ufw. Moi, je suis root, mais vous êtes pas root, il faudra faire le sudo. Je fais un ufw reset, ok, pour effacer toutes les règles actives, ok, et je lui dis quoi? Et tu fais une deuxième opération, UFW enable. OK? Parce que quand vous faites un reset, ça coupe, ça réinitialise toutes les règles et ça coupe le pare-feu. OK? Nous, on veut qu'il redémarre tout de suite après. OK? Là, il me dit, écoute, toutes tes règles là, alors si vous en avez 500 là, il va tous les effacer. Est-ce que tu es sûr que tu veux bien faire ça? Proceed? Tu veux faire cette opération? Oui. Hop, voilà. Et il redémarre et il est à nouveau actif au démarrage du système. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah écoute, je sauvegarde quand même hein, les règles au cas où tu voudrais les récupérer. Et voilà les règles qui ont été sauvegardées. Donc là, on a remis le truc d'équerre. Maintenant, il faut qu'on stoppe notre service. On n'en a plus besoin. OK? Et je vérifie qu'il est bien arrêté avec la commande status. Inactif. OK? On a refermé le port SSH. On a fermé notre serveur SSH. OK? Maintenant, on est tranquille. Personne ne peut se connecter. OK? Donc voilà comment utiliser SCP. J'espère que c'est clair et que vous avez kiffé. On continue. Donc, hypothétiquement, on se trouve dans un répertoire avec de nombreux fichiers et on souhaite déplacer tous les fichiers vers le répertoire de Home Francis Logs. Quelle est la commande correcte pour ce faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Déplacer, on l'a vu, hein? Donc, MV quoi? Tout, étoile, vers quoi? Home. Ok. Hypothétiquement, vous souhaitez transférer un fichier de votre Home James Desktop avec le nom script.py, pardon, vers le répertoire de la machine distante en 192 de Home John Script en utilisant le nom d'utilisateur John. Quelle serait la commande complète? Donc, on décompose. Il faut toujours décomposer au début quand vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Ok? Techniquement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut transférer un fichier. Donc, si qui dit transfert dit
pas MV, pas CP, mais SCP, qui veut dire quoi? Secure Copy. Secure Copy comme Secure Shell, SSH. Ok? Donc SCP, qu'est-ce que je veux? Transférer un fichier qui s'appelle script.py, donc un fichier Python, vu l'extension. Vers quoi? Vers le home, hein? Donc, je vais peut-être le préciser. SCP home James, je mets tout le temps le chemin avant le fichier, sinon ça ne marche pas. Ok? La syntaxe là est plus propre. Vers quoi? Je veux copier ça vers la machine de John. Donc, j'utilise le compte de John. Je me connecte à quoi? À sa machine. Ok? Et je veux copier quoi? Je veux copier le script Py dans son home John, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok? Comment tu renommes une arborescence de logs à new logs? Comment je peux faire ça? MV, ok. Donc renommer une folder name logs, ok, en new logs. Pardon. Ok. Comment tu copies un fichier qui s'appelle clé de chiffrement vers un répertoire? Donc là, on le copie. Donc qu'est-ce que je fais? Copie, CP. Ça s'appelle comment le fichier? Il s'appelle encryption key. Enfin, encryption keys, pardon. Vers quoi? Vers home John. What? Ok. Trouver un fichier qui s'appelle readme hint inside Topson directory, utiliser les instructions et récupérer le flag. Donc, on va chercher ça. Find readme hint. Allez droit. Donc, comment il s'appelle son fichier? Je vais aller voir vite. The read me hint. Comme je vous disais, je peux tout à fait le mettre comme ça. Si, ça soit les mêmes par contre, sinon, voilà, pour gros, ça marche. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Putain, la machine s'est arrêtée. Perdu la connexion. Flash, monter, oh non, ah, il va me faire chier. Ok, voilà, nickel. Alors, 4. Si je mets 4, il me faut le chemin absolu. Thomson, Corporate, Record Finance, et là, je peux, comme c'est un 4, je peux lui demander fichier. Ok? Si c'était un CD, ça marche pas. J'aurais dû faire le CD jusqu'à Record Finance. Mais si je fais CD readme.txt, ça marche pas. Donc, déplace-toi vers MoveMe. Ah non, déplace le fichier MoveMeText to the March folder directory, then execute the sh program. Alors, the March folder, comment on le traduit ça? Euh, March folder.
Donc, je vais aller dans Home, Thomson, Corporate. Ah, dans le March folder, ok, d'accord. Dans l'arborescence de Mars, en fait. Ok, j'ai BG. Donc, comment on fait? On va le déplacer. Je déplace quoi? Move me, point, txt, s'il veut bien. Non, il veut pas. Et je le déplace vers quoi? Vers le répertoire qui s'appelle March folder. Le problème quoi? Le problème c'est qu'il y a un espace entre March et folder. Donc, direct, on pense. Hein. C'est pour revoir tout ce qu'on a vu. Hein. C'est des exemples simples, mais voilà, maintenant vous devriez parfaitement comprendre. Ok? Pourquoi je mets ça? Pourquoi je mets ça? Parce que c'est un répertoire. Ok. Et là, il me dit invalide movement text. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez, ils ont fait exprès de nous mettre des bâtons dans les roues. Ça, MV, il aime pas. Le programme, il dit, ah, attends, ça commence par un tiret, ton truc. C'est un caractère spécial. Je comprends pas ce que tu veux me dire. T'as beau me mettre entre single quotes, ça comprend pas. Donc, ce qu'il faut lui dire, bah, c'est ça, ok? Et là, je lui donne mon fichier. Il s'appelle comment? moveme.txt. Ok? On oublie les accolades parce que j'ai mis les deux tirés. Là, par contre, c'est un dossier avec un espace. Donc là, c'est un white space, c'est différent. Donc là, il faut bien que je mette les single quotes. March, folder. Ok? C'est bon. Je mets point texte, comment? Ah oui, la classe. Et autant pour moi, j'ai la fièvre. Ok. Donc là, ça passe. Ah, t'as vu un jet. Oh, putain. Ok, donc ça, c'était la bonne syntaxe. Ok, maintenant on peut aller dans le fameux March. Ok, mais je pense qu'il ne trouve pas. Voilà, là il le trouve. Qu'est-ce que j'ai fait? CD, invalid option. Même problème. CD, il me dit, écoute, tiret M, là je comprends pas quoi, tiret M. Hein, il l'interprète quand bien même on lui a dit pour contourner le white space, je te le mets en single quote. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On fait exactement la même technique. Et là, comme par magie, ça marche. Ok? Donc pensez, si par hasard, ça peut arriver, vous avez quoi? C'est pour vous montrer cette technique. Si on commence par un tiré du haut, hein, donc tiré du 6, eh ben, il va falloir utiliser cette technique. Ok? Avant vos commandes. Pour contourner en fait ça. Qui comprennent quoi? Qui comprennent en fait que c'est une chaîne de caractères, que c'est un dossier et que c'est March, espace, folder. Ok? C'est pour ça que généralement on met surtout pas ce type de caractère ou des white space dans des noms de dossiers. Ok? On utilisera plutôt un underscore. Ok? March underscore folder. C'est beaucoup mieux que March espace. Les espaces, c'est une très mauvaise idée. Et surtout, on peut faire des attaques pour vous de pirater si jamais il y a des white space. Ok? Puisque vous savez que Linux, il va chercher quoi? D'abord March, ensuite folder, et s'il voit March folder, espace folder, là, il va exécuter votre programme. Ça veut dire que vous avez deux possibilités. Vous pouvez créer un faux dossier March, un faux dossier folder, hein, et si jamais il y a votre virus, il va l'exécuter à la place du programme qui est présent dans March-March folder. Ok? Donc en sysadmin, on n'utilise surtout pas ça, quoi. C'est vraiment de la connerie de faire ça. C'est la porte ouverte pour vous faire pirater, en fait. Donc on y est, ça y est. Maintenant, je peux faire quoi? Je peux lancer mon programme. Ok? Donc je vais le lancer. Moi, je suis bête et méchant, hein, vous le savez. Très bête et très méchant. Ça marche pas. Invalid option. Je pense que vous avez compris. Bah, voilà. Ok, maintenant, vous saurez. Et si vous avez ce problème, il faut faire constamment, peu importe le programme. Ok? Faire ça. Et là, ça marche. Ok? Donc, rappelez-vous de ces deux tirets. C'est extrêmement important.
Les deux tirets permettent de contourner le tiret du début. Voilà, c'est la première partie de la vidéo qui va déjà faire, je pense, allègrement 1 heure et demie. Dans la deuxième partie de la vidéo, on verra introduction aux fonctions de hachage, décodage en base 64, chiffrement, déchiffrement à l'aide de GPG. Vous pourrez chiffrer vos clés, vos messages sur vos téléphones, sur vos ordinateurs via GPG. Ok? Ça permet d'ajouter de la cryptographie et de d'avoir des messages chiffrés, hein. C'est exactement comme Telegram, comme toutes ces messageries, hein. Bon, WhatsApp et tout ça, tout le monde utilise le chiffrement. Et là, c'est du chiffrement point par point. Et il vaut mieux le faire soi-même et avoir les clés sur son ordinateur que faire confiance aux GAFAM. Ok? Mais voilà, vous pourrez envoyer ça par mail et le message est chiffré, personne pourra le lire. Enfin si, nos amis du renseignement, mais ça vous le savez. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. On verra les lecteurs de bases de données SQL, comment on peut accéder à une base SQL, et on aura un défi final. Tout ça, c'est pour la partie 2. À bientôt. Ciao, ciao.